Bon, je pense qu'on arrive à la question que tout le monde veut savoir. Est-ce que le fait de croquer quelqu'un sert à quelque chose? Le bruit. Mais en fait, parfois, on peut croquer une articulation qui n'a même pas besoin de l'être. Les gens qui ont mal au dos, ils cristallisent derrière, quoi. Ils ont peur de faire pire, ils ont peur de faire une hernie discale, ils ont peur de tout ça, faire un tassement vertébral. Alors les mots sur Internet, on y va, quoi. Oui. Et qui s'inquiètent pas parce que c'est pas parce que leur enfant a une tête plate qu'il va avoir une tête plate quand il va être grand. Je boycotte complètement le secret professionnel, mais j'ai eu la chance de traiter Maud Pierrard, grande tenniswoman en ostéo. Qui était asymétrique. Oui. Très asymétrique. Bienvenue dans Let's Go for Health. Le podcast de la maison médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Bonjour à tous et bienvenue au 9e podcast. Aujourd'hui on parle d'ostéo avec Camille Roard, ostéopathe et kiné de la maison médicale. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler des douleurs au dos, le secret pour la douleur au dos. Et on va parler aussi de si les craquements changent vraiment quelque chose dans l'ostéo. Comment ça va Camille? Ça va très bien, merci. Salut Camille. Salut Maud. Prête à parler d'ostéo? Alors, je suis très contente de parler d'ostéo. Merci pour ce podcast, ça fait vraiment plaisir. C'est l'occasion de lever un peu tous les mystères autour de l'approche ostéopathique. Il y a beaucoup de fausses croyances avec ça. Mais prête, je ne sais pas si je le suis. Je vais plutôt vous partager mon expertise. Ça fait quelques années maintenant que je pratique et voilà, j'espère être à la hauteur en tout cas et bien répondre à vos questions. Ouais, je suis content qu'on puisse partager ce café pour parler un peu, pour commencer, de qu'est-ce que c'est la différence entre la kiné et l'ostéo. Ok, donc pour répondre à cette question qui revient quand même souvent, je pense que c'est important que je réexplique un peu ce que c'est l'ostéo en soi. Donc en fait, l'ostéopathie, il ne faut pas s'imaginer que c'est un tas de techniques qu'on a mis ensemble, et puis sur lesquelles on a mis l'étiquette ostéo, puis ça fait un métier. C'est plutôt une manière de voir les choses, c'est une approche qu'on a de voir la pathologie et son patient. Donc en gros, je fais un petit saut en arrière, hein, je ne suis pas Stéphane Bern ici, mais quand même replanter le décor. On est fin du 19e quand le docteur Steele crée l'ostéopathie. Ouais. Donc c'est un médecin au départ. Il se rend compte que ces techniques médicales sont très rudimentaires, elles sont toujours intrusives, elles sont parfois nuisibles. Et il se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des approches plus douces et qui ne sont pas toujours extrinsèques, mais plutôt intrinsèques. Donc c'est un gars qui va développer plusieurs principes. Notamment, je la fais courte, hein, mais que le corps humain, déjà, il ne fait qu'un tout. Ce n'est pas plein de petites pièces associées, ça ne fait qu'un tout. Donc, l'esprit, la matière, le mouvement, ça ne fait qu'un. Que le corps a des pouvoirs d'auto-guérison innés. Donc, pour peu qu'il n'y ait pas trop de désorganisation du système musculo-squelettique, le corps, en fait, tout seul peut répondre et donner une activité normale, que ce soit neurologique, vasculaire, lymphatique ou métabolique du corps. Il part aussi du principe que structure-fonction, c'est interdépendant. Si bien que s'il y a une tension anormale quelque part, d'office, ça va créer une autre tension anormale autre part. Et on peut faire un lien comme ça avec plein de choses. Quand on comprend déjà cette philosophie-là, clairement, on ne va pas attendre d'avoir un problème pour aller chez l'ostéo ou partir d'une pathologie précise pour aller chez l'ostéo. On peut déjà se baser sur son ressenti. Donc la grosse différence entre ostéo et kiné, c'est déjà ça. Le kiné, on est prescrit à partir du médecin sur une prescription médicale pour un diagnostic pour le soin d'une pathologie, alors que l'ostéo, on peut y aller comme ça, sur ressenti. C'est marrant, hein, parce que ce gars, il a commencé à étudier en faisant des dissections de cadavres, et alors il faisait des manipulations d'ostéo sur le cadavre. Ok. Et en fait, c'est à cause de lui aussi que l'ostéo est fort critiqué, parce qu'il était magnétologue et médecin en même temps, et du coup les gens ont gardé cette image des anciens ostéos magnétologues. Exactement. Si c'était pas une science, quoi. On le mettait dans la catégorie des rebouteux, quoi, et plus du tout dans la médecine comme on l'entend aujourd'hui. Quelle indication ou pathologie on va chez l'ostéo, on va chez toi? Et donc, oui, pour refaire le lien avec ce que je disais avant, les indications, ça peut vraiment être de soi à soi, donc quand on sent qu'on est justement tout bloqué. Ça peut être, ça c'est un des gros motifs de consultation des patients, je trouve. Un autre, ça va être, je me sens épuisée, fatiguée, j'ai plus de jus, je manque de vitalité. C'est aussi un des critères qui pousse le patient à me consulter. Oui, je traite, je subis une douleur depuis trop longtemps. Elle me suit depuis des mois, je ne m'en défais pas. J'aimerais essayer une autre approche, donc voilà, pourquoi pas l'ostéopathie. Si je peux me permettre de rebondir par rapport à cette question-là, justement parce qu'on parlait de kiné et d'ostéo, il ne faut pas s'imaginer que l'ostéo diffère de la kiné uniquement parce qu'il y a des manipulations. En fait, les manipulations, ça fait partie des techniques que l'ostéo propose, mais c'est pas que ça. Ça ne peut pas se résumer qu'à ça. D'ailleurs, on peut aller chez l'ostéopathe et on ne se fait pas craquer. Au même titre que maintenant, les craquements dont on parle et les manœuvres dont on parle, les kinés peuvent les faire. Les kinés, aujourd'hui, peuvent se former en thérapie manuelle. Je pense que ça prend 2 ans.
Après, ça aide pas le patient à s'y retrouver parce qu'on décroche le diplôme d'ostéo-éthiopathe à l'issue de la thérapie manuelle. Donc, c'est un peu chaud de comprendre pourquoi c'est si proche de l'ostéopathie. Et puis, il y a toutes les professions que je connais pas, comme les chiropracteurs, qui manipulent aussi. Mais c'est toujours pas de l'ostéopathie. Ils n'ont pas alors derrière cette philosophie dont j'ai parlé juste avant. Je pense que c'est intéressant que tu parles de craquements parce qu'il y a une des questions qu'on va te poser, c'est est-ce que les craquements servent à quelque chose? Mais je propose qu'on garde cette question jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder tout ça et attendez cette réponse. Oui, et du coup, toi, tu as une approche plutôt mécanique ou tu as aussi un travail viscéral ou tu mélanges un peu les deux? Comment ça se passe? Alors moi, je me suis approprié l'ostéopathie au départ en greffant toutes les techniques que j'ai apprises sur mon cursus de kiné. Donc c'est vrai que j'ai une approche assez biomécanique. Je pars d'une posture, je fais un interrogatoire de fond, et puis à partir de ce que je vois, seulement je vais toucher ce que je ressens. Mais à partir de ce que j'ai sous les mains, oui, j'utilise toutes les techniques qui me viennent à l'esprit. L'ostéo, c'est une philosophie, donc c'est aussi du feeling, quoi. Donc si je sens que je dois plus faire passer un conflit articulaire avec manœuvre, je la fais. Si je sens plutôt qu'il y a des réticences à ce niveau-là, mais que je peux le travailler plutôt avec une approche de décontraction musculaire ou de la mobilité localisée, je fais plutôt ça. Donc dans tout ça, on intègre, oui, du viscéral, mais du musculaire aussi. Ça peut être aussi du lymphatique. Il y a beaucoup de techniques, en fait. Et quelqu'un qui a mal au dos, qu'est-ce qu'il peut déjà faire à la maison avant de voir s'il va chez un kiné ou un ostéo? Oui, ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai envie de dire aux patients qui nous écoutent, ça va dépendre essentiellement de ses croyances, parce que ça dépend de comment il va concevoir la santé lui-même déjà chez lui, et aussi peut-être de son vécu, s'il a déjà eu une expérience favorable. Tiens, quand j'avais eu mal au dos, j'avais été voir ce kiné, ça m'avait fait du bien, ou au contraire un ostéo. Parce que les problèmes de dos, il n'y a pas de mauvaise porte à laquelle on peut frapper. Vous avez de toute façon affaire à un professionnel de la santé qui, lui, va poser un interrogatoire, va utiliser des tests de sécurité avant même d'utiliser des tests de mobilité. Et donc, dans tous les cas, ces conseils, ils sont bons à prendre. Et si on sent que c'est pas OK, qu'on le dit parfois comme ça, que le feeling ne passe pas, voilà, c'est pas raté, c'est pas grave. On va aller voir autre chose ou autrement. Mais le patient ne va pas se tromper en allant voir un kiné ou un ostéo. Oui, tu dis souvent que les deux sont complémentaires. Tu renvoies souvent, après un bilan mécanique que tu fais, tu renvoies souvent chez le kiné après. Donc, en quoi le kiné peut t'apporter et toi, tu peux apporter au kiné? Oui, je pense que le plus important, qu'on soit avec sa casquette kiné ou ostéo à ce moment-là, c'est de comprendre, voilà, le patient, quand il arrive chez moi, il en est où dans sa pathologie finalement? Quand je trouve qu'il en est loin au point d'être devenu sédentaire et crapataire, je ne pense pas que de lui faire croire que par des techniques d'intuition, je vais remettre tout ce joyeux bordel en ordre. C'est mieux d'abord qu'il relance lui-même en actif sa propre santé en retrouvant juste des mouvements physiologiques. Et donc là, la kiné, elle m'aide beaucoup. En retravaillant la mobilité, le gainage, renforcer un petit peu. Et parfois, les conseils de réapprendre un mouvement. Les tendinopathies, par exemple, souvent, on explique que c'est sur un mouvement répété, mais parfois, oui, il est répété, mais peut-être qu'il est mal exécuté. Donc, c'est important d'abord de reposer ça, juste les bases de la santé avec le patient. Ouais. Parce que quelqu'un qui a une tendinopathie doit continuer à le bouger, c'est ça? Tout à fait. À l'époque, on disait, la tendinopathie, voilà, il a trop fait... il a fait le con et il a répété trop son mouvement d'un coup sans respecter la progression. Donc, on va le mettre au repos. Alors, c'est bien, il est au repos, il a plus mal, mais il va recommencer quelques jours après, c'est la même chose. En gros, la tendinite, c'est quand on exerce une contrainte trop importante à un tendon qui n'est pas prêt à la recevoir. Donc, il faut le réentraîner, il faut peut-être corriger les amplitudes articulaires et expliquer tout ça. Parce que le patient, parfois, il est dans des cercles vicieux, il en sort juste pas. Donc, on va peut-être pas mettre le doigt et être efficace après 3 séances, mais au moins... qu'il entende qu'il n'est pas fou et qu'on a une explication derrière. Un conseil pour la douleur au dos, des gens qui puissent peut-être faire avant de venir nous voir, est-ce que tu en aurais un? Oui, de manière générale, essayer d'y remettre du mouvement. Les gens qui ont mal au dos, ils cristallisent derrière, quoi. Ils ont peur de faire pire, ils ont peur de faire une hernie discale, ils ont peur de tout ça, faire un tassement vertébral. Alors les mots sur Internet, on y va, quoi. Ouais. Donc remettre du mouvement, sans charge, juste poids du corps. Si c'est dur de conscientiser debout, on se couche en fait. On plie les genoux, on se met dans une position antalgique, et dans une position antalgique, on remet du mouvement. On bouge le bassin, on s'incline. Tous les mouvements, ils sont OK, pour peu qu'ils soient sous le seuil de douleur et dans la progression. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chez l'ostéo quand on n'a pas de symptômes, juste pour faire un check-up? Alors, je crois que ce serait complètement exagéré de dire aux gens « Oh, vous allez bien, allez chez l'ostéo, c'est l'occasion ». Sauf que c'est un peu l'idée, vu que l'ostéopathe, il ne guérit pas une pathologie, mais il soigne plutôt l'environnement dans lequel la pathologie grandit. Si on part du principe qu'il n'y a pas de pathologie, on entretient le terrain favorable, finalement. C'est ça qu'on fait. Après, comme je le disais, on est dans une société où on n'a déjà pas le temps de rien faire. Donc, dire ça aux gens,
je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être suivi. Mais on peut déjà les rendre attentifs à « Ah ben voilà, là, on commence quand même à avoir des petites gênes et des tiraillements. Ben là, c'est le bon moment pour y aller. » Vaut mieux aller trop tôt que trop tard, quoi. Exactement. L'ostéo, ça doit être pris comme du préventif, je pense, avant tout. Dans ma jeunesse, j'ai déjà été chez l'ostéo en préventif pour faire un bilan mécanique, un check-up. On me l'imposait au niveau du tennis. En fait, c'est quoi un bilan mécanique? Parce qu'on en parle, mais... Un bilan mécanique, je suppose qu'ils analysent la posture, ils voient si le bassin est bien aligné. Enfin, tu sauras mieux le dire que... Non, c'est ça. En fait, le bilan mécanique, tu mets ce que tu veux dedans. Moi, j'ai appris des techniques en kiné, j'ai appris des techniques en ostéo. Donc, à partir de tout ça, j'ai un peu des lignes directrices sur ce que je recherche, quoi. Je veux voir si, au niveau de la posture, il n'y a pas des effacements de courbure ou déjà des latéralités assez prononcées. Donc, ça se fait au visuel, en fait, des bilans mécaniques, mais aussi avec tous des testings que tu as sous les mains. Moi, je le fais souvent debout en actif et devant un miroir, comme ça, le patient... Il se rend compte aussi, lui. Ils prennent pas toujours le temps de se dire, en fait, oui, c'est vrai, je suis complètement chalée, moi, ici. Oui, et tu peux aussi détecter s'il y a une jambe plus courte que l'autre, c'est ça? Voir si c'est pas le bassin ou si c'est vraiment une vraie jambe plus courte. Donc, il y a des vraies jambes courtes parfois, parce qu'on n'a pas tous la même structure anatomique, mais parfois, c'est des fausses jambes courtes, c'est ça. Parce que ça vient, en fait, d'une rétraction musculaire plus du niveau du bassin, donc ça raccourcit... la zone qui doit bouger normalement plus que ça. Et donc, on a l'impression d'avoir une jambe courte, mais c'est pas réel, c'est plus une contracture, quoi. Ouais, une raideur. Ce que je constate aussi, c'est beaucoup de jeunes mamans, on leur conseille d'aller avec leur bébé chez l'ostéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le pratiques aussi? Oui, alors j'avais refait la formation ici en pédiatrie depuis que j'avais eu ma première petite fille. Là, ça m'avait intéressé de savoir comment l'aider, parce qu'un bébé, c'est pas juste un adulte miniature, ça a ses propres caractéristiques et donc ses propres troubles. Et je voulais me rendre utile à ce niveau-là aussi. Et donc, évidemment, en préventif, c'est intéressant. Et je crois que maintenant, les pédiatres et les généralistes nous en envoient de plus en plus, parce qu'on a en famille le doigt des explications et on reconnaît qu'un accouchement, par exemple, c'est aussi contraignant. Donc, il ne faut pas croire que le bébé, il arrive, on est sur une page blanche, quoi, et qu'il n'a pas de lésion. C'est un bébé, il vient de naître. En fait, si, il a déjà subi des contraintes pendant la grossesse. Oui, quand j'étais en pédiatrie, c'était pas rare de devoir donner du paracétamol aux enfants qui étaient douloureux. Premier jour de vie, deuxième jour. Et en fait, c'était des enfants qui n'arrêtaient pas de pleurer. Et ils avaient rien, on les examinait, ils étaient bien. Mais en fait, ils avaient juste mal. On donnait un paracétamol, ils arrêtaient de pleurer. Parce qu'au final, c'est quand même une grosse épreuve, un accouchement. Oui, je trouve que maintenant, c'est bien qu'on en parle plus. Après, on banalise encore beaucoup de choses, mais voilà, au moins... Non, mais ça se voyait. En fait, ils étaient... Et en plus, avec le temps, au début, on se disait juste qu'ils pleuraient. Et avec le temps, on se rendait compte qu'il y avait des pleurs de douleur, des pleurs de j'ai faim. Exact. C'est marrant. Ils pleurent différemment en fonction du besoin, Parce que les parents, en fait, eux, ils se rendent compte parce que c'est leur enfant. Mais du coup, nous, on apprenait à voir un peu, pour les enfants des autres, qu'est-ce qui était quoi. C'était très intéressant. C'était très chouette. Et tu agis sur quelle pathologie avec les bébés comme ça? C'est pour traiter quoi vraiment? Donc quand c'est juste un check-up, là, comme t'expliquais, ils n'arrivent pas avec un motif, les parents. Mais quand il y a un motif, le top 3, j'ai envie de dire celui qui revient souvent ici en cabinet, c'est le torticolis, parfois associé à une olive, là, au niveau du muscle sternocleidomastoidien. Je fais la maline à placer un bon muscle. Et quoi? Et souvent, on voit vraiment qu'ils ont une olive sur le côté? Pas à chaque fois, mais quand ça apparaît... Pour le moment, j'en suis une, si tu veux. C'est vrai? Si tu veux venir voir. Ah ouais, je veux bien voir. Ok, trop bien. J'ai sûrement jamais fait attention. En fait. Ah si, sûrement, ça se voit quand même. Donc je disais le torticolis, la plagiocéphalie, donc un crâne qui s'aplatit, et puis tout ce qui va plus être lié au système digestif que les reflux, quoi. Ça, c'est aussi un des motifs qui pousse les mamans à consulter. Avec Amélie de Godine, on disait aussi que la plagiocéphalie, c'était aussi beaucoup parce que les parents ne prenaient pas assez leur enfant en bras. Je sais pas ce que tu penses de ça. Les laisser trop coucher sur le sol. Une chose qu'ils pourraient déjà faire à la maison, c'est d'avoir plus les enfants en portage, pas en cododo, mais en kangourou. En kangourou, oui, c'est ça. Et les avoir plus dans les bras, c'était déjà une bonne chose à faire. Oui, là je te rejoins, c'est une bonne chose déjà à faire et je la rejoins, il faut stimuler le bébé à faire un maximum de mouvements. Mais je trouve ça culpabilisant parfois de dire que ça vient que de ça. En fait, on n'a pas encore... on n'a pas encore l'étiologie sur l'installation des plagios. Parfois, on dit que ça peut venir d'une position déjà dans l'utérus, en fait. Et donc, c'est pour ça que d'un bébé à l'autre, il y en a qui se développent ou pas. Mais... De toute façon, dans tous les cas, nous, ce qu'on propose comme traitement, c'est le mouvement. T'inquiète pas, on n'entend pas quand tu le touches. Et donc, expliquer aux parents qu'il faut absolument privilégier un maximum de posture et de position, c'est déjà la moitié du traitement qui va se mettre en place. Et qu'ils ne s'inquiètent pas parce que c'est pas parce que leur enfant a une tête plate qu'il va avoir une tête plate quand il va être grand. Oui, pas spécialement. Alors, si on fait rien du tout et qu'on laisse, peut-être quand même un peu. Un peu plus plat, oui, mais... Expliquer qu'il n'y a rien à faire. Il y a rarement des gens avec des têtes plates dans la rue.
Parce que les gens peuvent avoir peur. Oui, c'est pas complètement comme une pelle, quoi. Parce qu'il y a des bébés, c'est comme une pelle. Hein. oui, c'est impressionnant. Donc oui, ça repousse quand même un peu. Après, ici, il y a quand même des crânes plus plats que d'autres. Ouais. Avec les cheveux, ça se voit moins, mais si, ça reste, il y en a quand même. Et quelles sont les contre-indications de l'ostéo? Bon, j'ai envie de dire que ça va être les mêmes que pour toutes les professions. Si on part du principe que l'ostéo, il rééquilibre tout le système musculo-squelettique en remettant des fluides partout à la normale, je vais dire ça comme ça va pas être une bonne idée. Je prends vraiment un gros cliché, mais de manipuler une personne avec un cancer précis qui se situe dans une zone du corps et puis après espérer mettre des métastases partout parce que en fait on a relancé le système lymphatique et sanguin. Donc voilà, là c'est une grosse contre-indication évidemment, mais j'ai envie de dire, donc ces cancers, ces péritonites, ces méningites, ouais, c'est rare quand ils arrivent sur notre table en ostéo, en fait, ces patients-là. Ceci dit, on a quand même tout, ces tests de sécurité appris et un interrogatoire assez poussé pour être sûr de ne pas rater ça, quoi. Mais souvent, c'est énorme et je pense que c'est rare qu'en terrain... Non, en fait, c'est plus des adaptations que des contre-indications. Oui, c'est vrai, on pourrait plus... Oui, tout est relatif, en fait, parce qu'on peut très bien aussi faire de l'ostéopathie, parce que pour un mal de tête, je vais dire ça comme ça, alors qu'on a le bras dans le plâtre, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une fracture là qu'il faut absolument pas faire d'ostéopathie. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Oui, qu'en fait, tu adaptes ta séance, en gros. Mais que tu fais pas... Oui, tout à fait. Mais que tu fais pas... que tu n'arrêtes pas de faire la séance parce qu'il y a une contre-indication. Non. Souvent, ça ne m'est pas arrivé souvent. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, une dame, elle n'avait pas confiance dans le système hospitalier d'aujourd'hui. Elle s'était bien cassé la figure dans ses escaliers. Elle va me voir, rétablis-moi ça. Voilà, moi, une fracture déplacée, je ne peux pas la sentir non plus. Si, je peux avoir une suspicion. Il faut un chirurto, quoi. Voilà, dans ces cas-là, je ne vais pas commencer à faire la maline, mais bien sûr, je vais te réaligner tout ça. Non, voilà, bien sûr. Chacun son rôle et chacun à sa place. Bon, je pense qu'on arrive à la question que tout le monde veut savoir. Est-ce que le fait de croquer quelqu'un sert à quelque chose? Le bruit change quelque chose? Alors, je ne sais pas si le bruit sert à quelque chose, parce que, oui, c'est juste un bruit, mais chez certains patients, c'est hyper révélateur que la technique a fonctionné, parce que ça fait du bruit, ça a fonctionné. Mais en fait, parfois, on peut croquer une articulation qui n'a même pas besoin de l'être. Parce que le craquement, c'est quoi? Une articulation, c'est deux facettes articulaires, elles sont censées être un peu à distance l'une de l'autre. Entre les deux, il y a du liquide synovial qui est bourré de gaz. Et donc, parfois, quand ça ne bouge pas très bien, ça se rapproche au point de convergent. Et donc, c'est coincé. Et la manipulation, c'est quoi? C'est faire un mouvement de petite amplitude, mais très rapide, sur les facettes. Et ça crée une dépression. Et donc, les gaz dans le liquide s'échappent. Donc, quand c'est au bon endroit, évidemment, ça soigne la douleur parce que cette facette était coincée. Mais moi, je vais te craquer un endroit pas douloureux au départ. Ouais, je pense pas que ça va changer ta vie, en fait. Hein. Donc, le craquement peut être associé à une bonne manipulation au bon endroit, mais c'est pas indispensable, de nouveau, pour se dire « Ah ben voilà, je suis remis en place ». Donc, c'est pas spécialement de dire « Je dois aller me faire craquer ». Non. C'est ça qui va... Par contre, c'est parfois très ancré chez certains patients. Moi, j'ai des patients, si je ne l'ai pas fait craquer, il va m'en Il y vouloir. a un petit effet placebo, en fait. Ouais. Mais ça, on le sait. Alors, malheureusement, je l'utilise un peu, parce que je connais mon patient. Mais c'est... En toute transparence, il le sait, et je le sais. Enfin, voilà. Et on a souvent d'autres fausses croyances, des patients qui disent « Oh, ma colonne est de travers, mon bassin est complètement bloqué ». Comment tu expliques ça et tu démystifies ces fausses croyances? Oui, d'imaginer que le patient doit être parfaitement droit, quoi. C'est ça que tu veux dire, ouais. Alors oui, moi je peux comprendre qu'ils aient ces ressentis-là, qu'on est un peu chalé, qu'on ne fonctionne pas normalement. C'est des ressentis qui sont OK, je pense. Et alors, c'est vrai que si on suit la théorie de l'ostéopathe, c'est en fait de remettre de la mobilité dans toutes les articulations qu'on trouve un petit peu moins mobiles. Donc au final, c'est vrai que vu qu'on est bipède, on est censé être bien droit à la fin. Mais par contre, c'est complètement de la folie d'expliquer, ou en tout cas de faire croire à un patient que tant qu'il n'est pas parfaitement droit, il ne sera pas en parfaite santé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok, on remet du jeu articulaire, mais vu qu'on a une génétique qui nous est propre, avec des caractéristiques différentes les uns par rapport aux autres, on est tous un petit peu asymétriques, surtout qu'on développe une latéralité avec ça. Et puis, nos habitudes de vie, le boulot, le sport, les loisirs qu'on a, nous font prendre des postures. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire aux patients, non, je ne vais pas vous remettre droit. Par contre, à partir de votre génétique, de votre posture, de vos habitudes de vie, essayons de mettre un maximum de mouvement là-dedans pour ne pas laisser une pathologie, une lésion s'installer. Et par exemple, dans les sports asymétriques, tu constates qu'il y a souvent des différences Oui, notamment une... On voit la tennisman qui pose la question. Tenniswoman. Je boycotte complètement le secret professionnel, mais j'ai eu la chance de traiter Maud Pierrard, grande tenniswoman en ostéo. Qui était asymétrique. Très asymétrique. Très performante malgré tout. N'exagère pas. Du coup, je lui posais même la question, j'espère que vous avez un peu
des sessions de renforcement plus vers la symétrie quand vous faites un sport de haut niveau comme ça. Ça se voit, ouais, à fond, je le trouve. Et ça ne m'étonne pas du coup qu'il y ait des ostéopathes qui suivent des clubs en particulier parce qu'ils ont leur pathologie aussi. Du coup, ils ont l'habitude. Les boules au foot, ils ont chaque fois des contraintes en fait. À fond. D'où l'importance de faire du gainage ou renforcer les deux côtés. Exactement, c'est la base. C'est pour ça que les kinés, ils sont précieux pour notre approche à nous parce que c'est la base d'abord qu'il faut comprendre. Tu as un conseil que tu donnerais aux gens qui ont des douleurs En général, bon, ça rejoint un peu celle de tout à l'heure, c'est essayer d'en sortir par le mouvement, vraiment, et pas se cristalliser autour de ça. Ça, c'est la galère après hein, pour les kinés, les ostéos. Oui, oui. Parce que non seulement on se bloque au niveau corporel, mais il faut bien comprendre qu'après, c'est devenu un automatisme pour notre système nerveux et on fonctionne alors j'appelle ça en hypervigilance et en tétanie musculaire. Là, pour sortir de ça, ben ouais, ça va pas être avec un crack. Hein. Voilà. Allez, super. Bah, merci pour toutes tes réponses, Camille. Merci à vous, c'était chouette. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. On va répondre à toutes vos questions. Et restez bien attentifs parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci. T'as bien aimé? Ça va, hein? 20 minutes. C'était trop court. J'ai adoré. Tu vois?